Bonjour madame et monsieur, et merci d'écouter Canal Académie, la radio internet qui donne la parole aux académiciens. Aujourd'hui, Georges-Henri Soutou, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, nous évoque l'histoire du 14 juillet 1790. Je dis bien 1790, dont la date fut à la fois un souvenir et un symbole, celui de la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. Bonjour Georges-Henri Soutou. Bonjour madame. Merci d'être venu jusqu'à notre studio où nous nous réjouissons de vous accueillir. Arrêtons-nous à ce 14 juillet 1790 que notre fête nationale commémore tous les ans et ignorons un instant volontairement ce qui va venir. Mais tout d'abord, vous fûtes le coordinateur scientifique d'un colloque intitulé « La fête de la Fédération » le 14 juillet 1790, la semaine dernière, à l'école militaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce colloque ? Oui, c'est un colloque donc consacré d'une part à la fête de la Fédération proprement dite du 14 juillet 1790, d'autre part à sa réception, à l'écho qu'elle a eu dans un certain nombre de pays à l'étranger dès l'époque, et nous avons également voulu ensuite explorer l'évolution du concept de fédération au XIXe siècle et jusqu'à nos jours, sous ses différentes formes. Alors, ce colloque avait deux organisateurs scientifiques, Emmanuel Leroy-Ladurie, historien bien connu et lui aussi membre de notre Académie des sciences morales et politiques, moi-même, comme vous l'avez dit, et nous avons bénéficié du soutien de l'organisation des réseaux de trois comités, le Carrefour des acteurs sociaux, la Fédération Mouvement Fédéraliste Français et également le Comité Lafayette. Ce nom même de Lafayette est tout à fait évocateur, comme vous vous en doutez. Alors la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 marqua le point culminant d'un mouvement commencé depuis quelques mois dans les différentes provinces du pays, je devrais dire dans les différentes ex-provinces du pays peut-être. Les municipalités et les gardes nationaux, de proche en proche, décidèrent de se fédérer afin d'accompagner la transformation du pays et de suppléer au délitement des structures de l'Ancien Régime. Déjà, un premier grand rassemblement pour tout le Sud-Est avait eu lieu à Lyon le 31 mai 1790 et le 14 juillet 1790, le rassemblement se fit à Paris, au Champ de Mars, en présence du roi et de l'Assemblée, deux délégations de fédérés venus des différentes provinces, avec de nombreux gardes nationaux et une forte participation militaire. Tout le monde prêta serment solennel et une messe fut célébrée par Talleyrand, alors évêque d'Autun. Ce fut un grand moment d'enthousiasme dans cette première phase non violente de la Révolution. N'était-ce qu'un mouvement éphémère ? Était-ce le zénith ou le début de la fin des années heureuses de la Révolution, comme disait François Furet ? La fraternité serait-elle née ce jour-là ? Autant d'interrogations auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre. Mais Georges-Henri Soutou, avant de nous présenter cet intense moment d'unité nationale, ses projets, ses acteurs, son déroulement et ses conséquences à l'échelle française, mais aussi son écho en Grande-Bretagne, dans l'Empire germanique et aux États-Unis. Georges-Henri Soutou, merci de nous rappeler ce que furent les gardes nationales, les fédérations, ces mouvements unitaires venus des ex-provinces. Oui, alors c'est un phénomène d'organisation à plusieurs niveaux. D'abord, la constitution de garde nationale civique a largement correspondu, d'une part, comme vous l'avez très bien rappelé, au délitement très rapide de toutes les structures de l'Ancien Régime, et a correspondu également au fait, je parle des gardes nationales, que ça peut surprendre, mais l'Ancien Régime n'avait pas de système de police, de système de surveillance du territoire. Lorsqu'il y avait un problème, on envoyait la troupe. Étant donné la situation révolutionnaire à l'époque, ce n'est plus guère possible. Et pour assurer la sécurité, au sens, je dirais, encore actuel du terme, la sécurité purement et simplement, de période troublée, les différentes municipalités ont commencé à se doter de garde nationale sur le modèle qui avait été lancé à Paris dès le début de la Révolution. Alors ici, il faut bien comprendre un point très important. Elle n'était pas un garde national qui voulait. La garde nationale, dans cette période de la Révolution, est réservée à ceux qu'on appelait les citoyens actifs, c'est-à-dire d'après la
première constitution qu'on commençait à mettre en place, des citoyens qui étaient électeurs, qui avaient le droit de vote parce qu'ils payaient un montant d'impôt suffisant. C'était, si vous voulez, une forme de suffrage censitaire. C'était donc des milices bourgeoises. C'était absolument, on pourrait les qualifier de milices bourgeoises, même s'ils ne portaient pas ce titre, c'était ça. Il y a 3 millions de citoyens actifs dans la France de l'époque pour à peu près 27 millions d'habitants. C'est donc important, mais quand même restrictif. Ceci dit, pour limiter un peu peut-être l'importance de cette fête, elle est capitale, mais elle ne concerne pas toute la population. Elle concerne la population qui fait partie du système politique et électoral mis en place à ce moment-là. Alors, ces gardes nationales ont rejoint, si vous voulez, le mouvement qui s'est constitué à partir du sud du pays. D'ailleurs, ça a commencé en province, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, en décidant d'envoyer des délégués des municipalités et des délégués des différentes unités de garde nationale se rassembler alors à Lyon et puis donc, le 14 juillet 1790 à Paris. Ce qu'on voit, ce sont des délégations. De même, les unités militaires, certaines sont entièrement présentes et constituées parce qu'elles sont proches de Paris. D'autres régiments, l'unité de base à l'époque, c'est le régiment, n'est-ce pas ? D'autres régiments ont envoyé des délégués. On n'allait pas faire traverser la France à l'ensemble de l'armée. Et c'est un mouvement qui donc est parti des provinces, qui est parti localement pour reconstruire au fond une administration devant la déchéance complète des anciennes structures. En même temps, il y a un deuxième sens à ce mouvement qui est effectivement un mouvement unitaire, c'est la volonté de dépasser les extraordinaires divisions qui marquaient la France de l'Ancien Régime. Agrégat inconstitué, et le mot inconstitué est très grave dans le sens de l'époque, parce qu'un peuple qui n'a pas de constitution n'existe pas, disait-on. Agrégat inconstitué de peuples désunis sont la formule de Mirabeau. Donc, il faut rappeler peut-être en 2 mots que la France de l'époque était divisée ou avait été divisée en provinces qu'on était en train de remplacer justement par des départements conçus de façon tout à fait différente. En dehors du centre de la France, je dirais jusqu'à l'Auvergne, jusqu'à la Flandre, en excluant la Bretagne, la Lorraine et l'Alsace de l'autre côté, à peu près la moitié du pays était unifié, gouverné directement de Paris, de façon assez comparable à ce qu'on a connu par la suite. Mais l'autre moitié du pays, la Bretagne, la Flandre, l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, l'Auvergne, la Provence, tout le Languedoc, le Béarn, enfin tout le sud du pays, c'était ce qu'on appelait des pays d'État, disposant d'assemblées provinciales. Qui étaient donc très autonomes. Qui étaient très autonomes. Les matières budgétaires et financières sont toujours très révélatrices. Dans les pays que j'ai d'abord décrits, qu'on appelait pays d'élection, les impôts étaient directement décidés de Paris et payés selon les répartitions décidées par Paris. Dans les pays d'État, les États provinciaux votaient les budgets qu'ils voulaient bien voter et négociaient avec Paris le montant qu'ils consentiraient à verser au Trésor royal. Jusqu'à la fin, la Provence, par exemple, négociait très très durement avec le pouvoir central. En plus, le droit n'était pas le même. Au nord de la France, c'est le droit coutumier. Au sud de la France, c'est le droit écrit, droit romain. Les mesures n'étaient pas les mêmes. La toise n'avait pas la même longueur en mètres, si vous voulez, dans les différentes provinces. Les mesures de poids, tout était extrêmement divers et différent, ce qui était tout à fait charmant, mais évidemment, avec la rationalisation croissante des esprits, le développement de la vie économique, le progrès des communications, cela devenait de plus en plus incommode. Il y a donc un mouvement d'unification, mais par cette catégorie-là, celle que nous avons définie de bourgeoisie, terme peut-être pas parfaitement heureux, mais en tout cas citoyens actifs, ça c'est parfaitement précis, qui sont décidés à former cette unité à ce moment-là. Et la fête de la Fédération est le couronnement de ce mouvement, en présence du roi, en présence de la reine. Je me permets de... Comment ont-ils réagi, roi et reine ? Alors, la reine, c'est une Habsbourg. Je ne suis pas absolument certain que tout ça ait correspondu exactement à ses instincts les plus profonds, même si elle a tout à fait joué le jeu. Elle a même fait quelque chose qui aurait comblé d'aise la presse People si elle avait existé à l'époque. Au moment le plus solennel, elle a brandi le dauphin, qui était le deuxième. Oui, parce que le premier dauphin était mort au printemps 1789.
Donc c'est en quelque sorte le deuxième dauphin qui est tout petit et que la reine a élevé, a montré au peuple, ou à ce que le peuple pouvait voir sur le champ de Mars. Enfin, elle a soulevé, montré à la foule dans un grand moment d'enthousiasme. Louis XVI, alors là on connaît bien maintenant sa formation. Louis XVI avait été vraiment formé aux idées nouvelles, comme on disait. Au départ, c'est un roi philosophe avec, comme il était profondément religieux, la vision la plus iréniste, la plus généreuse, la plus, comment dirais-je, charitable que pouvait produire le catholicisme français ou le christianisme français à l'époque. Ce n'est que progressivement qu'il a commencé à manifester des inquiétudes croissantes devant le mouvement qui s'opérait, le déclencheur ayant été l'affaire de la constitution civile du clergé. Parce que la constitution civile du clergé était une intrusion voulue par l'Assemblée dans l'organisation interne de l'Église de France. Elle posait d'énormes problèmes dans lesquels nous n'allons pas entrer maintenant, parce qu'il faudrait une émission entière, mais c'est là que Louis XVI commence à réagir, parce qu'il prenait très au sérieux son rôle de protecteur de l'Église de France. Oui, parce qu'en fait, il en avait référé au pape. Oui, et le pape n'ayant pas accepté la constitution civile du clergé, Louis XVI a fait les plus grandes résistances avant de signer, n'est-ce pas? Il fallait que les lois votées par l'Assemblée aient son accord et son blanc-seing. Il avait un veto, n'est-ce pas? Bon, un droit de veto, disons. Et il a fini par céder, mais à partir de ce moment-là, il a commencé à envisager ce qui sera la fuite à Varennes l'année d'après. Voilà. Oui. Alors, quand on parle des acteurs, on a bien compris les projets, le déroulement peut-être auparavant, avant qu'on parle de Lafayette, le pivot de la journée. Dites-nous un petit peu comment ça s'est passé. C'est une grande procession? Alors d'abord, ça commence par une grande procession des délégations à travers Paris qui passe par les Tuileries, qui ensuite gagne le long de la Seine le Champ de Mars. Bon, il faut savoir que règne ce jour-là un temps épouvantable et une pluie battante, ce qui n'étonnera pas les Parisiens. Bon, mais la cérémonie se déroule, si on regarde les gravures de l'époque, sous les parapluies. Et il y a même une gravure assez cocasse, c'est drôle, enfin un peu caricature, pas trop un peu caricature, où on voit l'autel qui était surélevé au-dessus de la foule, une vingtaine de mètres, c'était prodigieux, avec Talleyrand, tous les prêtres des servants, et c'était des centaines, c'était concélébré en fait, c'était tout à fait impressionnant. Et il y a un ouragan qui envole les chasubles, les mitres, les drapeaux, les bannières, tout ça, quasiment arraché par apparemment un vent assez fort. Ça, c'est pour le climat. Alors, défilent donc bien justement les délégués des fédérations, des départements, parce qu'on commence à organiser les départements, des délégués des différents mouvements qui se sont fédérés, les troupes, les délégués des unités qui envoient simplement des délégués. Tout ça défile, va se rassembler sur le Champ de Mars où on avait établi des gradins pour que les gens puissent voir. Il y avait, paraît-il, 300 000 personnes. C'est le chiffre qu'on estime, ce qui est quand même considérable. Et on avait établi des gradins pour que les gens voient à peu près. Alors, à l'école militaire, donc face au Champ de Mars, on avait construit une grande tribune où se tenait, au moins au début de la cérémonie, la famille royale. Et puis, les troupes avaient pris position autour de l'enceinte du Champ de Mars, également autour de l'hôtel, n'est-ce pas? Et le public était à l'écart après les troupes et les délégués des fédérations départementales, n'est-ce pas? Bon. Donc la foule parisienne était là, mais un peu à l'écart. La cérémonie était vraiment pour la fédération des délégués des provinces et de l'armée. Bon, on reviendra à l'armée dans une seconde. Oui, et puis des délégués extérieurs, je crois qu'il y avait des étrangers. Oui, alors, il y a des étrangers, très souvent d'ailleurs, grâce à des lettres de recommandation de Lafayette ou de tel autre personnage important, mais nous allons sans doute y revenir. La cérémonie elle-même, une fois que tout le monde s'est mis en place, qui a dû durer un bon moment, n'est-ce pas? Et je le rappelle, à cette époque, il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a pas de système de ce genre. Donc, la seule chose qu'on puisse montrer sont des mouvements de foule. Les gens ne verront que ça, et les musiques militaires, sans aucun doute, qui ont dû, on peut l'imaginer, jouer à fond toute la cérémonie. Alors, il y a eu donc la prestation de serment, reprise par tout le monde et par le roi, c'est très important. Et il y a eu serment au roi, à la nation et à la loi. Ce sont les trois termes fondamentaux de l'époque. Le roi, la nation, la loi, c'est l'équilibre de cette première phase de la Révolution. Le roi qui a toujours été là, la nation qui s'organise et qui, avec les États généraux et l'Assemblée ensuite constituante, se constitue justement,
et la loi, qui est une très intéressante tentative de mettre la loi au cœur même du système constitutionnel français, qui est passé un peu, si j'ose dire, à la trappe avec les régimes suivants. C'est pour ça que le moment est tout à fait intéressant. Peut-être sur le modèle anglais, mais nous y reviendrons dans une seconde, ou le modèle même de Montesquieu, avec les trois pouvoirs, exécutif, c'est le roi, législatif, c'est la nation, et puis judiciaire, c'est la loi. Tout ça évoque pour les contemporains des structures intellectuelles nouvelles, mais qui sont bien comprises. Après le serment, il y a la messe, et puis après ça, je pense que les gens trempés jusqu'aux os se sont séparés et sont rentrés à pied. Oui, alors ça a dû être une journée harassante, mais tellement emblématique, surtout quand on pense personnage dominant qui était Lafayette. Parlez-nous un petit peu de ce personnage à multifacette, très charmeur, l'idole des foules, un peu de cette époque-là. Alors, Lafayette, d'abord, était connu parce qu'il avait pris des responsabilités pour lancer l'aide française aux insurgents, comme on disait, américains, face à la Grande-Bretagne. Avec Vergennes. Voilà, il s'était lancé en avant, il était, comme on aurait dit aujourd'hui, couvert, mais enfin, il était allé en avant avec des volontaires, finalement, et ensuite, le roi a soutenu l'opération en envoyant des régiments, en envoyant une flotte, en versant des subsides aux insurgents américains, comme on disait. Le but étant évidemment d'affaiblir la puissance britannique, c'est parfaitement clair. Nuire à la oui. Et ça n'a Albion. pas été sans discussion, parce qu'en même temps, on compromettait le pouvoir légitime d'un souverain européen sur certaines de ses possessions. Ça a été discuté, ce n'était pas du tout évident au départ. Louis XVI a dû être convaincu par le mouvement philosophique, n'est-ce pas? Je tiens à rappeler que Louis XV, par le traité de Paris 1763, si je me souviens bien, avait laissé tomber le Canada. Triste. Et puis bon, on avait dit ça nous intéresse pas, et puis au fond, peu d'années après, on faisait une guerre coûteuse, en argent, pas en hommes tellement, mais surtout en argent, qui a contribué à ruiner les finances royales. Pour quoi faire? Pour aider les Américains à se détacher de l'Angleterre. Il a fallu convaincre les gens à l'époque, ce n'est pas aussi clair que ça peut le paraître aujourd'hui avec le recul. Alors, Lafayette a été évidemment un héros de cette guerre-là. Il a très bien fait ce qu'il avait à faire, c'est pas un mythe, n'est-ce pas? Il a d'autre part établi des relations personnelles avec tout ce qui comptait à l'époque aux États-Unis, et il a joué ensuite, auréolé de ce prestige, un rôle important dans la Révolution française, en particulier dans la première phase, et en particulier à Paris, la phase, disons, parisienne de la Révolution en 89. Alors, ceci nous amène à souligner un point qui est très important, qui annonce un peu ce qu'on va sans doute rappeler par la suite. Il y a eu un grand débat en France dans les années 50 lorsque l'historien Jean Gaucho, qui était un grand spécialiste de la Révolution, avait publié un livre dans lequel il défendait la thèse ou l'idée d'une révolution atlantique. Il disait il ne faut pas voir d'un côté l'insurrection américaine, la Révolution américaine, et puis de l'autre la Révolution française, et ont chacune leurs caractéristiques, mais ce sont des étapes. Un ensemble dans ce qu'on peut appeler un grand mouvement de révolution atlantique. Inutile de vous dire qu'en 1954, en pleine guerre froide, le terme de révolution atlantique n'a pas plu dans bien des milieux, n'est-ce pas, y compris d'historiens pour lesquels la Révolution française c'était beaucoup plus le précurseur de la Révolution d'octobre qu'un élément d'une révolution atlantique. Mais enfin, si vous regardez la carrière de Lafayette, c'est tout à fait évident, c'est tout à fait cohérent. Il a aidé les insurgés américains, il a aidé la Révolution à Paris au nom de la liberté. Il a les meilleurs contacts avec Washington. Quand Washington meurt au début de 1800, si je me souviens bien, Bonaparte, qui est premier consul à l'époque, lance une proclamation. Washington est mort. Tous les Français qui se battent pour la liberté garderont dans leur mémoire le souvenir de cet homme qui s'est battu pour libérer son pays, etc. Enfin, c'est tout à fait clair, le sentiment d'une communauté libérale face à l'ancien régime. Appartenance de pensée. Appartenance, tout à fait. Et non seulement de pensée, mais aussi d'action. Oui. On a fait des choses ensemble. Bon, ça, c'est une forme de solidarité révolutionnaire. C'est nouveau, ça, dans l'histoire. Ça apparaît à ce moment-là. Et Lafayette, on dirait aujourd'hui, familièrement, il surfe là-dessus. C'est pas qu'il n'en soit pas pleinement convaincu, mais enfin, il l'utilise, il est charmeur, comme vous l'avez dit, il a du succès, c'est son heure de gloire. Et ça, c'est le grand jour, parce qu'entre-temps, il est devenu le commandant des gardes nationales de tout le royaume, c'est-à-dire d'une armée bis, n'est-ce pas? Alors que l'armée royale étant
grande difficulté. Il a maintenant l'armée nouvelle. Et au moment du serment, il va solenniser, si j'ose dire, le sien, en posant son épée, l'épée de Lafayette. Vous voyez, ça représente à l'époque l'épée. C'était bon. Il va la poser sur l'autel, n'est-ce pas, où Talleyrand va célébrer sa messe. C'est pas loin d'un sacrement. Alors, c'est un aspect religieux qui est très important, car le pays est profondément religieux. Aucune cérémonie publique sous l'Ancien Régime et pendant la Révolution, même pendant la période anti-catholique, il y aura des cérémonies à l'être suprême. Et il y aura toujours une religiosité de la Révolution. Et on n'imagine pas une cérémonie publique qui n'ait pas à un moment donné un contexte religieux, soit catholique, soit plus tard, évidemment très différent, sous la forme de culte à l'être suprême, d'une invocation à l'être suprême, quelque chose. Je me permets de dire d'ailleurs que c'est encore aujourd'hui en Europe, il y a beaucoup de pays où, dans beaucoup de cérémonies, il y a au moins une allusion religieuse à un moment donné. Nous avons un peu perdu ça de vue pour une raison historique particulière. On n'en est pas encore à la laïcité à ce moment-là. Le roi qui est là, qui est présent, est considéré encore à l'époque comme... D'abord, il est sacré, il n'est pas simplement couronné, il est sacré. Il a le rituel du sacre à Reims comportait des éléments ressemblant au sacre des évêques. Donc, il y a tout un contexte. Si on le perd de vue, je dirais quoi qu'on en pense, mais si on le perd de vue, on ne comprend pas la signification de ce qui se passe à ce moment-là. Donc, cette phase d'optimisme que vous avez évoquée, il y a effectivement, après une année de troubles, même 2 ans, quand les troubles ont commencé en 88, on a l'impression qu'on a achevé, que maintenant la situation est stabilisée, le roi est là, car il reste, la monarchie en tout cas, reste profondément ancrée dans le pays. Le roi est là, la nation s'est trouvée, s'est organisée, bon, on sent qu'on arrive à passer cette première phase. Il n'y a pratiquement pas eu de violence, même le 14 juillet 89, c'est très limité comme violence malgré tout. Bon, c'est une vingtaine de morts, enfin ça reste quand même, bon, limité, et on pense qu'on va arriver, sans heurter le sentiment religieux de la majorité de la population, à établir le nouveau régime avec l'accord du roi. Il y a eu la nuit du 4 août, c'est-à-dire qu'on a abandonné les restes du système féodal, seigneurial, etc. Donc il y a ce sentiment qu'au fond on est arrivé à un certain équilibre nouveau. Bien sûr, on pense même que l'abolition des titres de noblesse est faite depuis juin 1790 officiellement, parce que c'était déjà enclenché le 4 août. Mais il a fallu toute une série de décisions. Donc maintenant, ce n'est plus la naissance, mais ce serait le mérite. Tout le monde s'appelle citoyen. Le fond de l'affaire, ça je pense que c'est très important, il se met en place à ce moment-là, au moins sur le plan juridique, mais c'est allé profondément dans les esprits. L'idée qu'on n'a pas supprimé que les titres de noblesse. On a supprimé, dans un espace très court, je n'ai pas toute la chronologie en tête, mais peu importe, on a supprimé les corporations. On a supprimé, je le regrette de dire, on a supprimé les académies. Elles seront refondées après dans le sein de l'Institut de France. Mais enfin, il y a eu une période de latence. Bon, on a supprimé les académies, on a supprimé de façon générale, on a supprimé l'administration provinciale, on a supprimé les anciennes cours de justice et parlements. On a fait une table rase complète. On a supprimé tous les corps intermédiaires, toutes les structures anciennes, même l'organisation de l'Église, on a voulu la revoir très en profondeur, de façon à passer de ce système où chacun était pris dans des réseaux de fidélité, dans des groupes, dans des corps intermédiaires. On faisait partie de corporations, de confréries, d'assemblées. On était titulaire de bénéfices, de fonctions gouvernementales dont on était propriétaire. Les officiers étaient propriétaires de leur office. Nous aux fonctionnaires aujourd'hui, à l'époque officiers, ils étaient propriétaires de leurs charges, comme on disait, de leurs charges. On est passé en quelques mois, c'est un choc, une révolution, on est passé en quelques mois de ce système-là au système correspondant à la Déclaration des droits de l'homme. Tous les citoyens sont égaux en droit. Ça ne signifie pas une égalité de conditions, mais ils sont égaux en droit, c'est-à-dire que tout ce qui est lié à la naissance ou à l'appartenance à tel ou tel corps disparaît. Donc ce qui reste, c'est le mérite, plus concrètement aussi la fortune, bien entendu, parce que ça n'est pas remis en cause, au contraire, elle est garantie plus qu'elle ne l'était sous l'Ancien Régime, quand le roi était le propriétaire éminent de tout et pouvait toujours, en dernière analyse, confisquer des biens. Il était juridiquement le propriétaire éminent de tout. Là, c'est fini. Maintenant, la propriété est inviolable et sacrée. Elle est donc libérée du pouvoir royal. C'est donc une nouvelle société qui est tout à fait nouvelle
pour l'époque, n'est-ce pas, j'insiste là-dessus, qui se met en place, qui est fondée, et là je crois qu'il faut prendre la déclaration des droits de l'homme qui a été très soigneusement étudiée, il faut la prendre au pied de la lettre, parce que tout a été, on a les débats, tout ça a été tout est discuté, donc c'est très conscient ce qui a été fait, c'est une société d'égalité juridique. D'égalité juridique, il ne s'agit absolument pas d'égalité sociale au sens où on entendrait aujourd'hui, mais d'égalité juridique, mais qui, et ça il ne faut pas l'oublier, écarte des siècles liaison de relations d'homme à homme, de fidélité, de groupes, de corporations, de réseaux de toute nature. Et c'est donc une très profonde révolution. Et dans ce système, la logique de ce système, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre le citoyen et l'État. Chaque citoyen est relié directement à l'État et ne dépend donc pas d'autres citoyens. Ils sont tous libres en ayant comme maître finalement l'État, sans être enserrés dans des réseaux intermédiaires. En fait, c'est une société d'individus. Tout à fait. Qui ont les droits, non pas politiques, excusez-moi, parce que c'est pas vrai, non, il y a encore actifs et passifs, ouais, mais qui ont des droits globalement égaux. Ils ont les mêmes droits juridiques, et sur ce plan-là, ça va d'ailleurs être progressivement poursuivi, et ce sera achevé par le Code Napoléon, le Code civil, qui est l'aboutissement de tout ce mouvement, et qui, même dans les familles, instaurera l'égalité du partage des biens. Ce qui est à l'époque révolutionnaire. Avant, oui, parce que c'était le droit d'aînesse. Non, c'était tout à fait le droit d'aînesse, avec toujours des petites dispositions. Enfin, fondamentalement, le droit d'aînesse, la transformation du système du droit d'aînesse en répartition égalitaire et très égalitaire, plus que partout ailleurs en Europe à l'époque. Même les pays qui n'avaient pas le droit d'aînesse avaient des systèmes de fidéicommis qui permettaient de confier à un des membres, un des fils, l'aîné, le patrimoine familial. Le patrimoine essentiel pour perpétuer le don, la famille, etc. Tout ça est liquidé. Et c'est un mouvement qui est très cohérent à partir justement de la Déclaration des droits de l'homme et du 14 juillet 90 en particulier. Je voudrais qu'on parle de Talleyrand, évêque d'Autun, maître de la cérémonie religieuse, qui proposa que seule la garde nationale puisse venir pour les délégations, parce qu'il avait peur des mouvements incontrôlés, et qui avait aussi du bon sens en disant, mais avec tous ces serments que nous sommes appelés à vivre, je suis fatigué de tous ces serments qu'il nous faut signer, puisque en fait, trop de serments tue le serment. Est-ce que vous pourriez nous... Tout à fait. Alors, il faut savoir que Talleyrand, nous avons évidemment une image de Talleyrand qui a été déformée par le film, par le roman, par la légende noire de Talleyrand, qui, bien entendu, avait ses défauts. Il ne s'agit pas de dire le contraire. Mais il avait une très grande expérience d'administrateur, parce qu'il avait été, on dirait aujourd'hui, le secrétaire général de l'Assemblée du clergé de France, l'Assemblée du clergé, qui se réunissait régulièrement, mais qui avait bien entendu une administration permanente, qui gérait les biens de l'Église, qui réglait les problèmes de l'Église. Quand on sait que l'Église possédait probablement 25% des terres du pays en 1789, ce n'était pas rien. Et l'administration du clergé était une administration modèle, dont Talleyrand avait la charge. Et tout le monde lui reconnaissait ses qualités. D'autre part, il est très fin et très réaliste. Il est profondément libéral. On l'a accusé de manquer de conviction. Bon, il a dit une fois, c'est pas moi qui change, ce sont les autres qui changent. Et on peut démontrer, et la biographie de Talleyrand par Emmanuel de Varesquiel, qui participait d'ailleurs à notre colloque sur le thème du serment, dont on va parler, le montre admirablement. Quelle que soit son évolution personnelle entre les régimes, etc., il a toujours été fidèle à un certain nombre d'idées fondamentalement libérales, mais libérales modérées. Et absolument pas démocratiques au sens actuel du mot, bien entendu. Et il ne peut que constater que dans ce climat d'exaltation révolutionnaire, souvent très larmoyant, on multiplie les serments à tout bout de champ. Celui du 14 juillet 90 est particulièrement solennel, mais tout le monde avait déjà dû prêter serment au département. Bon, ils passaient leur temps à jurer et ils manifestent déjà une certaine lassitude compréhensible. Il faut savoir d'autre part que cette génération prêtera si souvent serment à des régimes politiques successifs que les régimes à partir de la Troisième République, car le Second Empire demande encore le serment, à partir de la Troisième République, on renoncera à le demander, sauf le régime de Vichy. Alors qu'il y a des pays en Europe où les hauts fonctionnaires doivent prêter serment. En Allemagne, par exemple, un professeur d'université nouvellement élu va prêter serment auprès du ministre de l'Éducation du Land où il exerce.
Ce qui peut paraître étonnant, mais c'est ainsi. Oui, parce qu'ils ne sont pas passés par la Révolution française. Et, Pas tout à fait, peut-être un peu. Ils prêtent serment à un ordre démocratique, et ce qui, évidemment, étant donné l'histoire allemande, disons, assez récente, peut se comprendre. Mais c'est, comme vous dites, tout à fait différent. Je crois que l'abbé Grégoire avait, en janvier 1791, déjà trouvé une solution pour dire il y a la conscience privée, et puis il y a le serment professionnel, public. Oui, il avait une dialectique un peu jésuite. Oui, j'allais le dire, madame. Même s'il n'était pas jésuite, il aurait mérité de l'être, il aurait été digne de l'être, en distinguant le fort externe du fort interne, comme on disait à l'époque. Casuistique. Le fort externe, c'est la vie publique. Le fort interne, c'est ce qu'on pense in petto. Bon, voilà, ben, enfin, ça laissait quand même d'assez mauvais souvenirs par la suite. Et en France, on évite soigneusement le serment. Non, pour les fonctionnaires. N'était-ce pas cette cérémonie juste une cérémonie entre les fêtes de l'ancienne monarchie et les futures fêtes républicaines, ou n'était-ce pas plus qu'une cérémonie ? Alors, c'est plus qu'une cérémonie, puisqu'il y a cet aspect, qu'on avons souligné tout à l'heure, l'aspect religieux. Alors, il y a des éléments qui sont tout à fait conformes, autant qu'on peut le savoir, parce qu'assez curieusement, c'est des choses qu'on ne connaît pas bien dans le détail. C'était tellement évident pour les contemporains qu'ils ne le notaient pas, n'est-ce pas ? Bon, alors d'abord, la présence militaire est une caractéristique des cérémonies de l'Ancien Régime. Chaque fois que le roi se déplace solennellement pour venir à Paris, pour aller à Notre-Dame, pour des cérémonies religieuses, etc., pour le sacre à Reims, enfin, chaque fois qu'il y a une cérémonie publique en dehors de Versailles, ou même à Versailles d'ailleurs, la maison du roi, les régiments de ligne, enfin, la troupe est là, toujours. Ça manifeste la puissance royale et ça maintient l'ordre. Je rappelle qu'il n'y a pas de force. Il y a un petit côté garde prétorienne. Je ne crois pas qu'il faille dire ça, mais il n'y a pas de système de maintien de l'ordre. La ville de Paris serait incapable, à l'époque, tout simplement de maintenir la foule si les régiments ne bordaient pas les rues au moment où passe le cortège du souverain. Donc ça, c'est tout à fait Ancien Régime. Bon, le roi lui-même est là. Ce qui est évidemment tout à fait nouveau, c'est qu'il prête serment. Ça, c'est le régime nouveau qui entre et qui, déjà, vous fait basculer vers les fêtes révolutionnaire, car il y a des collègues à moi qui ont écrit sur la fête révolutionnaire avec toute une musique qui est d'ailleurs souvent belle. Enfin, il y a toute une production musicale extrêmement importante. Il y a toute une scénographie plus ou moins réussie sans doute. On se rend mal compte, n'est-ce pas, en des gravures en fait pour se rendre compte. Avec la déchristianisation qui très vite va accompagner la Révolution, on va voir apparaître l'invocation à l'être suprême, voire le culte à l'être suprême. C'est une forme de religiosité dont on pense ce qu'on veut, mais qui maintient quand même un caractère particulier. Ce ne sont pas des cérémonies du style habituel. Il y a toujours un contexte plus religieux solennel, ou spirituel, solennel, pur, auguste. Avec de la musique, toujours de la musique, c'est très important, n'est-ce pas ? Avec une volonté de dépasser le quotidien. Dans les nations voisines comme l'Angleterre, l'Empire germanique et même les États-Unis, comment ça s'est passé ? Quel fut l'écho ? Parce que j'imagine qu'ils devaient énormément suivre ce qui se passait en France. Il y a eu un considérable écho. Alors ça, je pense, c'est l'un des apports du colloque que vous avez mentionné. Nous avons eu une présentation par différents collègues de l'écho dans les différents pays que vous venez de citer. Et c'est extrêmement intéressant. Bon, certains étrangers, grâce à des recommandations ou parce qu'ils habitaient la France à ce moment-là, ont participé à la fête de la Fédération. Ils étaient présents, ils ont été frappés par l'atmosphère très particulière de l'événement. Alors, en Allemagne, il y a toute une réflexion menée par des poètes romantiques. Et là, dans cette première phase de la Révolution, tout un aspect tout à fait passionnant quand on connaît un peu la vie intellectuelle de l'Allemagne à ce moment-là. Et il y a d'autre part le rôle d'Emmanuel Kant, qui suit de très près la Révolution française, qui en tire toute une série de théorie d'ailleurs, ou plutôt qui voit la confirmation de cette théorie dans le sens d'une fédération mondiale. Très très vite, Kant pousse l'idée de fédération à ses ultimes conséquences internationales. Ce n'est pas du tout le cas des fédérés français, qui au contraire se nationalisent beaucoup plus qu'ils ne s'internationalisent à ce moment-là, même s'ils passionnent les autres. Alors, dans le cas anglais, c'est très intéressant. La première phase est enthousiaste. Et puis, il y a une deuxième phase où on se dit, mais ces Français, ils commencent à aller trop loin. Ça, c'est après la fête de la Fédération. Ces mecs commencent à aller trop loin et ils vont faire des choses de plus en plus désordonnées. C'est tout à fait fâcheux. Et alors, vous avez une réaction nationaliste.
Nous, Britanniques, nous avons fait au XVIIe siècle notre glorieuse révolution. Et nous l'avons réussi. Nous l'avons réussi, nous avons évité les massacres, nous avons trouvé un équilibre. Ces Français sont incapables, ils vont de crise en crise, de catastrophe en catastrophe. Ce sont bien des Français, n'est-ce pas? Alors là, il va y avoir un renversement assez vite. Aux États-Unis, il y aura peut-être de façon moins accentuée, moins brutale, aussi une évolution de ce genre. Au début, beaucoup de sympathie, d'admiration, puis assez vite, l'inquiétude. George Washington lui-même n'était pas un démocrate, certainement au sens actuel du terme, sera très vite assez préoccupé, assez inquiet. L'idée que les Français sont imprévisibles, qu'ils risquent de devenir une menace pour leurs voisins, etc., c'est une idée qui apparaît très tôt dans les réactions à l'époque. C'est pas simplement une réaction, comme on l'a souvent dit, des familles royales d'Europe inquiètes pour leur propre statut. Ça recouvre beaucoup d'inquiétudes des partis les mieux informés des opinions européennes et pas forcément des partisans de l'Ancien Régime. Ils trouvent très vite que ça va trop loin. Très intéressant de voir que le point de départ qui fait succéder l'inquiétude à la sympathie, c'est Edmund Burke, en Grande-Bretagne, qui écrit très vite un livre sur la dérive de la Révolution française et qui va être repris ensuite et développé sous différentes formes par beaucoup d'auteurs, soit étrangers mettant leurs dirigeants en garde contre la France, soit des contre-révolutionnaires français ou proches de la France, comme Joseph de Maistre à Chambéry. Et cette réflexion très précoce d'Edmund Burke sur l'évolution de la Révolution française va susciter les inquiétudes devant le déraillement qui va suivre très vite, n'est-ce pas, la fête de la Fédération. Cet hiver, au musée Carnavalet, il y a eu une exposition qui s'appelait Caricature anglaise contre la Révolution française. Et ça explique bien ce que vous disiez, c'est que c'était pas le milieu aristocrate anglais, Gilloray qui était le caricaturiste, c'était le milieu populaire anglais qui a tout de suite craint. Peut-être la contagion. Aussi. Il y a une réaction nationale, il y a l'inquiétude qui... En fait, vous avez tout à fait raison, ce sont plutôt les milieux les plus éclairés, les plus cultivés, les plus aristocratiques qui ont observé tout ça avec sympathie. Le peuple britannique a été très vite, pour être plus connaisseur de la situation de la Grande-Bretagne que moi, pour expliquer pourquoi, mais le peuple britannique, d'après tous les témoignages, a été très vite inquiet. Georges-Henri Soutou, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette journée quand même emblématique? Je pense qu'à long terme, elle a, même si c'est pas absolument exact, mais enfin, à la limite, peu importe, les mythes à long terme ont parfois plus d'importance que la réalité historique. Ça a constitué la citoyenneté française moderne. C'est-à-dire qu'il est admis, ce n'est pas remis en cause, que tous les citoyens français sont d'abord des citoyens individuels, des individus citoyens liés directement à l'État, qui ne doivent être soumis à aucun groupe de pression contraignant, qu'il soit religieux, social, corporatiste, etc. Ça, c'est extrêmement profond. C'est assez différent de ce qui se passe dans beaucoup de pays à l'étranger. Et ça contribue, nous n'avons pas le temps de développer ça, mais il est évident qu'à l'époque où on rediscute dans le cadre européen des identités nationales, des problèmes de toute nature, y compris ceux de l'immigration d'ailleurs, cette vision issue de la fête de la Fédération est encore extrêmement profonde. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, il y a un caractère de la République française au fil des âges, puisqu'elle commence, il faudra un siècle pour qu'elle s'établisse, mais ça commence là, que des chercheurs comme Mona Ozouf ou bien le regretté François Furet ont bien mis en valeur, il y a une dimension de religiosité. Je n'ai pas dit une dimension religieuse, j'ai dit une dimension de religiosité. C'est-à-dire que la République, c'est pas simplement un régime politique, c'est un ensemble de valeurs, un ensemble de croyances fondamentales, on peut le dire, métapolitiques. Et ce point de départ extrêmement particulier est, je pense, là, issu de façon linéaire de la fête de la Fédération. Voilà, je pense, les deux principales conclusions qu'on peut retenir de ce qui a été, de toute façon, tous les témoins de l'époque relisaient les pages de Michelet sur la fête de la Fédération. Et de Madame de Staël. Et de Madame de Staël, tout à fait. Je voulais vous remercier d'autant plus que vous nous avez bien montré à quel point cette fête de cette égalité nouvelle, vous nous avez montré comme elle était fragile et abstraite. Et que, en fait, c'est l'histoire de la société bourgeoise qui commence et non celle du paradis fraternel. Merci Georges-Henri Soutou. Merci à vous.